Encore un Apex qui passe sous les radars et qui offre du bon spectacle. Morales reste invaincu et rentre dans le top 10. Et Rosa et Costa proposent un des combats les plus engagés de l'année. Pas mal de highlights en prélim et sur le reste de la carte. On revient sur tout ça juste après l'intro. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue Sous Fight Minds. Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Bon, Brian, ça fait mal à dire. Burns est sur 4 défaites consécutives. Il a pris le prospect Michael Morales qui valide le terme prospect. Il gère bien la distance, il évite bien le grappling, il tape dur. C'est un peu ce que je retiens du combat en gros. Et toi? Bah moi ce que je retiens c'est au-delà des 4 défaites de suite, c'est que là on a un véritable déclin visible chez Burns. Ouais. Et de l'autre côté, ouais, pour moi je ne m'attendais pas à ce qu'il propose si peu d'adversité. Et de l'autre côté, son adversaire, franchement, je l'ai trouvé excellent aussi. Donc, Michael Morales, excellent. Donc, il y avait vraiment une sorte de fossé, bah, clairement, qui explique les cotes. Mais je t'avoue que j'étais vraiment étonné. Ouais, on était un peu surpris par les cotes et au final, quand on regarde le combat, on se dit, ok, elles sont valides. Burns n'a pas montré grand-chose et certainement rien de différent par rapport au passé, si ce n'est peut-être du moins impressionnant que ce qu'il a pu proposer encore il y a 3-4 ans. Ouais, même en Et termes de volonté, hein. quoi ça? Même en termes de volonté, je l'ai Ouais. trouvé... il n'était pas dedans, t'as l'impression qu'il venait pour faire un combat, mais sur ces dernières défaites, ça a été des guerres, c'était, il y avait le feu, tu vois. Ouais, mais tout le monde est revenu là-dessus. Avant ce combat, il était à 2 doigts au final de battre le nouveau champion. Ouais, Contre c'est Jack ça, Della il y Maddalena, avait ça se vraiment... joue à très très peu. Ouais. Il y avait vraiment le feu, et au final, alors je sais pas si les parieurs sont partis dans sa salle, s'ils avaient des échos de quoi que ce soit sur lui, mais là c'est clair que je pense que la motivation, elle est partie, tu vois. Ouais, j'ai cette impression aussi. Mm. Et par contre, encore une fois, il faut que ça n'enlève rien du côté de Voilà. Morales parce que lui, il est venu bien préparé, il est venu motivé, il a fait le taf, il a fait un bon travail. D'ailleurs, je trouve que par rapport au danger que peut ou peuvent représenter Gilbert Burns, il a bien géré. On avait l'impression qu'il y avait une division d'écart entre les deux aussi. Oh là là. Il est imposant, hein, Michael Morales. Impressionnant, ouais. Et ouais, par conséquent, ben voilà, il restait assez loin. Il sait que les deux gros dangers de Gilbert Burns, c'est de rester dans la poche et de se faire connecter. Et l'autre danger, c'est de se faire amener au sol. Bah, je trouve que sa défense de dos était plus que correcte. Forcément, il obtient son objectif. Sa gestion de la distance et des échanges était bonne. Voilà, il y a 2-3 moments où Burns avait l'opportunité peut-être de connecter sur un contre. Mais au-delà de ça, il a très bien géré. Et puis face à une garde haute, il a un peu joué à la Pavlovich, je dirais, où il reste assez loin, il envoie une multitude de coups qui viennent tous sur un angle différent, et il y en a bien un qui va toucher. Bah là, c'était un large crochet qui est passé outre la garde haute, et c'était le début de la fin. Ouais, clairement. Oui, parce que là, moi, je l'ai dit, sur Burns, c'était un peu l'ombre de lui-même, mais clairement, Michael Morales, c'était vraiment... Je l'ai trouvé encore meilleur que ce que je pensais. Tu vois. Bah, en fait, il nous avait pas impressionné sur ses derniers combats. C'est ça qu'on avait dit en preview. Bah là, je pense qu'il mérite de rentrer dans le top 10 et il a fait Ah une oui, prestation qui montre le niveau nécessaire pour y être. ah oui, là, clairement, clairement. Parce que même avec un Burns à 60% de ce qu'il pouvait proposer il y a 3-4 ans, peut-être, tu vois, je pense que là, il a montré que, oui, il était largement, largement au-dessus, qu'il y avait, vraiment, vraiment, ouais, un énorme écart, clairement. Non. Et ouais, du coup, il rentre dans le top 10 avec Oui, mérite. Pour la suite, moi, il y a un combat que je voulais déjà voir avant
qui aurait été vachement sympa en mode invaincu à l'UFC contre invaincu point barre. C'est plus le cas. Je te vois, voilà, c'est ça, Prates. Je pense que Michael Morales contre Prates maintenant, pour moi, ça fait sens. Je sais que certains vont rebondir en disant non, il faut pas mettre deux prospects trop tôt dans leur carrière, blablabla. Oh. La division est chargée. Il y a plein de contenders pour l'instant. Dans le top, normalement, tu vas avoir Islam contre Jack Della Maddalena. Et en dehors de ça, tu as Shafkat qui est blessé, on ne sait pas trop quand il revient. Mais en dehors de lui, il y a encore Brady, qui a déjà son argument pour le title shot. Il y a Yann Gami, qui a déjà son argument pour le title shot. Ils peuvent se rencontrer. Il y a un combat entre Ousmane et Buckley. Si Buckley gagne, il a un argument pour le title shot. Exactement. On est tranquille. Dans le top de la division, on est tranquille. On peut faire Prates contre Morales pour moi maintenant. Et c'est un combat que je kifferais voir. Il y a beaucoup de combats hein, qui sont intéressants. Hein. Moi, clairement, c'est la première chose qui me vient en tête hein, avec Prates, de prospects. Je trouve ça intéressant de pouvoir, sur la question de l'argument qu'il faut garder les prospects, je pense que non, à un moment, il faut faire de l'écrémage, et là, je pense que c'est le bon moment. Ouais, donc là, top 10, c'est un bon moment. Ouais, il y a un écrémage entre le renouveau et puis l'ancienne garde. Donc des fois, ça passe, des fois, ça passe pas. Là, c'est passé. Maintenant, il faut écrémer, sur les prospects, tu vois, sur les... Ouais. Ouais, après, ouais, je pense que c'est bien. Ouais, pour moi, c'est le numéro 1, parce qu'en fait, je regardais un peu ce qu'il allait y avoir autour, en tout cas, au ranking officiel. Voilà, Morales contre Covington, ça m'intéresse pas. Et quand tu regardes plus haut, c'est trop haut, en fait. Buckley, il combat déjà contre Ousmane. Edwards, ça pourrait être un bon test. Et Jeff Neal, il n'est pas prévu, lui? Non. Il était prévu récemment et il a annulé. Ah bah oui, c'est ça, il était prévu contre Prates. Hein. Ah, contre Prates, justement. Ouais, ça peut être une option aussi. Ça peut être une option aussi. Ça pourrait être un combat intéressant, quoi. De fait. Ouais. Donc il y a des options, c'est tranquille. Ouais. Ça serait... Ouais. Pour moi, ce serait les deux combats à faire. Par contre, parlons de Burns. Honnêtement, pour moi, il doit se poser la question. Là. Comme tu l'as dit, on l'a senti. On n'a plus l'impression que la motivation soit réellement là. Alors, j'ai rien en soi contre un petit combat vétéran pour lui, genre Michael Chiesa. Chiesa qui est revenu ici récemment. Chiesa contre Burns, ça ne me dérangerait pas de le voir. Voilà, c'est deux gars où le prime est un peu passé. On sait que ça ne va pas refaire une ascension. Si les deux sont encore passionnés et veulent rentrer dans la cage, voilà, c'est un bon matchmaking. Par contre, Burns contre un autre jeune loup, ça ne m'intéresse pas du tout. Je suis entièrement d'accord. Ouais, Burns, Chiesa, Covington, il a un combat de prévu, lui? En fait, j'avoue, Burns, Covington, c'est du déjà vu quand même, je suis pas fou. Attends. Et j'ai bugué, j'ai l'impression qu'ils s'étaient déjà rencontrés. Ah bah ouais, alors non, Covington contre Burns, ouais, Pourquoi j'ai l'impression qu'ils ont déjà combattu l'un contre l'autre? Je sais pas. Ah ouais. Parce que vraiment, j'avais lu, et puis j'ai dit non, ils sont déjà battus, et puis je suis passé à autre chose. J'ai inventé un combat, les gars. Ouais, Burns contre Covington, ce serait une autre option qui me semble logique par rapport à où ils s'en sont dans leur carrière, par rapport à la name value. Ouais, ça peut le faire. Moi je pense qu'il y a quand même quelques combats à faire pour Burns, mais chez les anciens, des combats qui vont être sympas. C'est bon, je pense que là, voilà, il faut qu'il prévoie un petit peu sa fin de carrière. Ça lui fait 4 défaites d'affilée, donc un Covington, c'est bien. On a Thompson, pourquoi pas. Bon, ça, c'est un déjà rematch. affronté, mais... ouais. Hein, ça, c'est un rematch. Mais pareil, pourquoi pas un rematch. Vicente Luque, c'est aussi un ancien quand même, non? Ils sont amis, hein. Je pense qu'ils sont partenaires d'entraînement. Ouais. Sous Henry Hoft. Ouais, bah voilà. Hein, Bon, après, voilà, il y a des options. Mais c'est vraiment dans ce profil-là. C'est vraiment tous les profils comme Burns, en fait. C'est vraiment ceux qui ont eu une carrière assez sympa. Peut-être pas monter jusqu'au titre, mais voilà, Covington, tu as cité ancien champion. Stephen Thompson, ancien double challenger au titre. Vicente Luque, il a toujours été aux alentours du top 10 dans sa carrière. Michael Chiesa, c'est peut-être le nom avec le moins de valeur, mais voilà, ça reste un vieux de la vieille. Aussi plutôt un grappleur, donc ça peut être intéressant. Donc je pense qu'il y a encore des options s'il veut rester, mais il faut que son management et l'UFC soient alignés sur ce qu'on lui propose. On connaît l'UFC, on sait que quand tu as une name value et que tu es en déclin, ils aiment plutôt te mettre contre des gens qui vont pouvoir faire monter par la suite, comme on a eu ici avec Morales. De l'autre côté, ça arrive aussi à l'UFC de faire ce genre de combat parce qu'ils savent que ça peut plaire à certains fans. Et c'est ça,
si Burns ne raccroche pas les gants maintenant, ça doit être une condition sine qua non pour la suite. On prend un ancien, on commence pas à prendre un nouveau prospect qui va le détruire, quoi. Ouais, moi je pense que ça, il y a quand même pas mal d'options avec des anciens. Je pense qu'ils doivent, ouais, comme tu dis, le management, l'UFC doivent se tourner vers ça, quoi. Il y a au Ouais. moins 4-5 combats à faire avec des anciens profils qui vont faire plaisir au public. Voilà, sur des UFC Fight Night et tout. Et c'est bon, il a fait son taf, quoi, tu vois. Voilà. Donc, c'est ça qui est bien, c'est que dans cette division, contrairement à quand on en parlait pour Aldo, dans la division des poids welter, entre anciens, il y a vraiment moyen de faire pas mal de choses. Clairement. Parlons un peu du combat de la soirée. Alors, aucune surprise pour moi en soi, c'était le combat que j'attendais le plus et ils se sont livrés quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Costa était clairement au-dessus en termes de niveau, Oui, mais on a eu un Erosa qui y a cru jusqu'au bout et je trouve ça très beau parce que de temps en temps, tu vois vraiment des combats où tu as un écart de niveau et puis t'en as un qui se dit, je préfère perdre bêtement à la décision que prendre un risque et me faire mettre KO. Et Rosa, il est vraiment venu, dès le moment où il s'est rendu compte que il y avait un gap de niveau et qu'il était mal embarqué. Il a un peu joué le tout pour le tout. Et ça nous a offert quelque chose d'assez sympa parce que Costa n'a pas eu envie de jouer la sécurité. Il est rentré dedans aussi. Mm. Bah écoute, non, très sympa comme combat. Effectivement, tu vois, quand le combat a commencé, j'étais en train de dire à mes garçons, ouais, et Rosa, il vient pour se battre, il vient pas pour gagner. C'est Et QFD. effectivement, quoi, c'était un très chouette combat. C'est toujours des très chouettes combats avec Julian et Rosa, de toute façon. Ouais. Euh, mais voilà, Melchizel, alors je suis pas encore complètement convaincu, hein. Moi, je le voyais être au-dessus de Julian et Rosa, mais ouais, combat très sympathique, mais pas encore 100% convaincu. Peut-être parce que, comme tu l'as dit, ça manque encore un petit peu de sécurité. Enfin, Ouais, ouais, c'est ça. On en avait parlé, parce que j'avais dit que Melchizael Costa, il était en train de rentrer dans ma catégorie de combattants préférés. Tu vois, cette catégorie un peu Cory Sandhagen, Brandon Royval. Mais qu'il n'y était pas encore parce qu'il lui manquait ce petit truc qui nous convainc, qui va pouvoir potentiellement faire un run vers très haut dans le classement. Et c'est peut-être un peu cette approche un tout petit peu plus structurée vers la victoire. ouais, voilà. Et puis même structuré dans sa manière de combattre, je trouve aussi, c'est un peu à l'image de son game plan, tu vois. Je le trouve pas super carré, tu vois. Non, mais ici, dans ce combat-ci, pour prendre un exemple, j'ai l'impression qu'il se sentait à l'aise dans le Mm. combat et du coup, il n'a pas réellement cherché à être entreprenant. Il était beaucoup sur l'extérieur, il a laissé Rosa prendre le centre. Encore une fois, il gagne, il n'avait pas de difficulté à être sur l'extérieur, Non, mais on a l'impression qu'il a uniquement reposé sa victoire sur ses compétences et il n'a pas cherché à faire encore plus, ce qu'il ouais. est capable de faire a priori. Donc c'est ça peut-être l'élément manquant à son jeu. Peut-être que c'est une question d'expérience et qu'il est en train de l'apprendre. Mais voilà, je te rejoins. C'est un profil très chouette à regarder. Moi, il fait partie des combattants où quand il y aura son nom, je serai toujours. Enfin, il fera d'office Mhm. partie de mon top 5 dans nos listes de priorité. Mais je ne sais pas estimer si un jour on le verra dans le top 10. Eh ouais, je suis assez d'accord. Après, voilà, hein, c'est le genre de profil, je pense qu'il faut, comme tu le dis, quand tu regardes les top 10 des KT aujourd'hui, il y en a pas mal qu'on n'aurait pas vu dans le top 10 il y a Tout à 3-4 fait. ans. Tout à fait. Et ici, encore une fois, en termes de compétences, je pense qu'il les a. Il doit encore développer un peu ce qui est plus invisible à l'œil nu Voilà. pour convaincre. Et ce que j'ai bien aimé dans ce combat, c'est qu'il a un très bon sol. Il l'a pas spécialement montré. Il n'a pas voulu aller au sol contre Rosas, chose qu'il aurait pu faire selon moi. Peut-être Ouais. parce qu'il était super à l'aise debout. Et debout, je trouve qu'il a très bien utilisé ses kicks. Vraiment, les stop kicks, les middle, c'était nickel. Mm. L'anglaise, elle passait bien. Je crois que Julian Erosa ne voyait pas l'anglaise venir. Il n'a pas hésité à combiner. Quand Julian Erosa venait pour les coups de coude, il était là pour répondre avec des coups de coude. Et alors, autant chez Erosa que chez Costa, il y a ce truc où ils sont capables d'utiliser plutôt les techniques simples et ça fonctionne. Et ça leur permet de cacher certains coups d'éclat qui peuvent être dangereux. Et l'un comme l'autre n'a pas exagéré sur les coups d'éclat, mais il y en a eu, ce qui rend le combat encore plus agréable à regarder. Ouais, tout à fait. Donc, Costa est sur 4 victoires d'affilée, 3 cette année. Je crois que les commentateurs ont dit pendant le combat que, en rentrant dans la cage, il se positionnait comme le combattant le plus actif de l'année. 3 combats déjà depuis le 1er janvier. Pour la suite, moi j'aimerais bien le voir contre Sean Woodson. Je pense que ce sera aussi un combat très 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 fun et potentiellement son opportunité pour rentrer dans le top 15.
Sean Woodson, il revient pas d'une défaite? Ouais, il a perdu contre Danny Gay avec un finish relativement controversé là, donc beaucoup de gens ont parlé. J'ai pas Ah oui? l'impression qu'ils sortent avec de gros bobos. Et c'était un combat top 15 contre top 15. Donc Sean Woodson, maintenant, il est juste en dehors du top 15. Je pense que Melchizael, avec cette victoire, il arrive juste en dehors du top 15 aussi. Donc d'un point de vue classement, ce serait en soi logique. Si je dis pas de bêtises, Woodson, il était sur 3 victoires consécutives avant de prendre cette défaite. Donc voilà, c'est pas déconnant d'avoir un gars sur 4 victoires consécutives contre un gars qui a 3-1 sur ses 4 dernières sorties. Hmm. Et d'un point de vue style, ça match bien, tu vois. C'est un combat, je pense, qui serait très agréable à regarder de nouveau pour les fans. Ouais, ouais. Bah écoute, ouais, pourquoi pas. Moi, j'aurais mis plutôt un profil un peu plus similaire, tu vois. Alors, j'espère qu'ils sont pas partenaires d'entraînement, mais par exemple, un Mekizael contre Mariscal. Je sais pas s'il est booké. Hmm. Ils sont pas du même club, si. Non, je pense pas. Elevation Fight Team. Contre un Ouais, Mariscal, on va dire, les mêmes profils. Bon, Mekizael, ouais. Ils ont quand même pas mal combattu. ouais, c'est vrai, les deux sont actifs, les deux sont sur une série de victoires. Chepe Mariscal, il a gagné son dernier, hein. Ouais, ouais, il est sur une série de 6. Combien de victoires il a, JP? Ah waouh, bah ouais, ça donne bien Ah, ça aussi. purée, mais il est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je sais pas combien il a de victoires d'affilée, mais il en a beaucoup. Ok. Depuis 2022, il a plus perdu. Ah bah tu le vends bien. Ouais, c'est un chouette combat aussi. Et ce sera engagé. Ce sera engagé. À mon avis, Chepe Mariscal, il chercherait peut-être plus à lutter. Ça permettrait à Costa de montrer un peu l'envergure de son jeu. Contre Rosa, Hmm. de nouveau, j'ai l'impression que lutte défensive, il met pas trop d'énergie là-dedans, ce qui peut être problématique pour la suite. Donc ouais, Chepe Mariscal serait un bon test. Ouais, JP Mariscal, 8 victoires d'affilée, hein. Ouais. C'est un run de 8. Alors qu'il avait, juste avant ces 8 victoires d'affilée, il avait 3 défaites sur ses 4 derniers combats, quoi. C'est fou, hein. Ouais, renouveau de carrière, hein. C'est inspirant, Ah, c'est bien de pouvoir parler de ça parce qu'effectivement, pas mal de combattants comme ça qui ont une mauvaise passe et puis ça revient. Le tout, c'est d'y croire, de rester motivé, de s'accrocher. Donc, Chepe Mariscal fait un peu partie de ces histoires inspirantes et ouais, Costa contre Mariscal, ça me tente bien aussi. Après, Et encore une fois, sinon, la division featherweight, il y a beaucoup de combats faits ouais, à non, faire, il y a, même il y en a dehors plein du de top combats à 15, hein. faire, hein. Ouais, ouais. Franchement, À plein de mon combats avis, à il faire. faut juste quelqu'un qui soit prêt à combattre dans 2 mois, comme ça Costa peut continuer sur son ascension très, très active. Euh, Julian Erosa, moi j'ai pensé à Morgan Charrière, ce serait sympa à Paris. Oh, sympa, ouais. Ouais, ouais. Franchement, ouais. Je suis Ouais, entièrement hein. d'accord. Ouais, ce serait un cool combat. Parfait. Alors, en off, tu me parlais d'un combat que j'ai pas vu, mais tu voulais revenir sur la décision, comme ça on peut peut-être lancer le débat pour les autres qui ont vu le combat et qui voudraient donner leur avis. C'était Stolfus contre Ruziboev. Ouais, effectivement. Alors, très chouette combat à regarder. Moi, enfin, sur tous les combats, je l'ai même préféré à Melchizael et Rosa. Ok. Euh, voilà, bon. Sur la décision, alors, c'est toujours pareil, hein. Moi, là, j'ai regardé surtout pour le plaisir. Je voyais vraiment Dustin Stoltzfus l'emporter. Donc, à la décision, et j'étais vraiment étonné d'avoir un 30-27, 29-28, 29-28 pour Ruziboev. Pour moi, il y a un knockdown au premier que Dustin place, plus une tentative de guillotine. Enfin, vraiment, sur les rounds, quand j'ai entendu 30-27, je me suis dit, oh, purée, ils ont donné quand même les 3 rounds à Stolzus. Et vraiment, j'ai été étonné de voir la décision passer de l'autre côté. Yep. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que je suis parti voir sur Verdict MMA. Le public, fan, comme moi, il y a la majorité qui le voyait Stolzus l'emporter. Par contre, bah, les juges ont vu le russe et les journalistes, enfin journalistes entre guillemets, hein, Sur MMA Decisions. observateurs sur X, etc., voyaient Ah ouais. Ruziboev. Voilà. 100%. 100%. Donc, 100%. je vous avoue qu'au début, je me suis dit, ouais, ça peut peut-être être une split ou quelque chose comme ça. Mais voilà, j'ai été assez étonné. Donc, si vous avez vu le combat et que vous avez eu un peu la même impression, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc, j'ai pas une sorte d'hallucination Bah, quand tu regardes les collective. MMA Decisions, maintenant, tu as 60% qui voient Stolfus prendre le round 1 et 50% qui voient, enfin, et c'est 50-50 sur le round 3. Donc, effectivement, ça m'a l'air 50-50 d'être sur le round très, 3. ouais, le round 3 est ultra départagé parmi les fans.
Ah, purée, Et pourtant, je crois que le round c'est 1, c'est c'est Stolfus à 60%. Round 1, Stolfus à 60%. Ouais. 2, Stolfus à 60%. Non, 2, Ruziboev à 92%. Et Alors, ouais, 3, le round 2, ouais, ouais, 50-50. peut-être, ouais, parce qu'il a fini fort. Ouais. Ça, c'était exactement comme le combat avec José Aldo sur le troisième round. Donc, il commence très très bien, 3 premières minutes, il mène le combat, Stolfus, et la dernière minute, il finit en dessous. Il y a Hmm. du grand and pound. Ça se discute parce qu'il y avait une guillotine, etc. Mais bon, je m'étais dit qu'ils allaient passer à Ruziboev. Et le troisième round, c'est le public voit aussi Stolfus. 50-50. 50-50. Ouais. Voilà. Mais bon, il y a quand même un 30-27 pour Ruziboev. Ça. Donc voilà, donc j'étais quand même assez étonné, mais je pense un combat assez serré, combat assez sympathique à regarder, j'ai trouvé quand même. Donc voilà. Ouais, j'irai voir, parce que pour les deux raisons, tu m'as l'air de dire que c'est un chouette combat à regarder, et en plus de ça, il y a une décision discutable, donc c'est le genre de combat qui peut m'intéresser. Euh, En prélims, avant l'événement, dans notre preview, tu disais avoir un œil sur Park. J'ai trouvé très bon, Ouais, patient, bonne pression, très bon cadrage et capacité d'exploser sur un moment judicieux pour aller chercher son finish. Je trouve que voilà, la séquence du finish est très belle, donc moi, je retiens le nom. je pense qu'il faut le retenir. Tu l'as dit, hein, il y a la question de la patience, mais la question de la sérénité aussi, hein. Début du round, il est en face comme ça, et puis, enfin voilà, t'es dans une cage, enfin, je le trouvais d'une sérénité assez impressionnante. Et puis, bah, cette sérénité, oui, comme tu l'as dit, elle s'est retranscrite directement dans sa patience, il y avait, ouais, il a déroulé d'une manière impressionnante, quoi. Et comme s'il y avait personne en face, hein. Tu parles de sérénité, il est coréen, hein, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Do Hot Shot. Ah, ouais, son surnom, c'est Peace of Mind. Mais Sérieux? c'est une question à se poser, tu vois, si c'est pas un peu culturel aussi, parce que quand tu parles de sérénité dans le combattant, tu vois, qui dégage un peu ce côté très à l'aise dans une cage, un des premiers noms auxquels je pense, c'est Do Hot Choi. Et surtout sur son premier run, avant qu'il s'arrête complètement, Mhm. je trouvais qu'il avait vraiment une attitude de ok, tranquillité dans la cage. Et donc, ouais, il y a peut-être une analyse à faire aussi sur le côté culturel, hein, parce que par exemple au Brésil, on sait qu'il y a une attitude un peu plus agressive, hein, historiquement. Hein. Ouais. Et là, tu parles d'un deuxième coréen qui, dans la cage, sont très, très posés, très calmes, très sereins. Donc c'est intéressant. Et effectivement, c'est une attitude qui est chouette à voir parce que t'es vraiment, c'est comment euh, ouais, gérer la tempête par le calme en quelque sorte. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et 5 victoires par étranglement arrière, hein, sur 10 victoires. Mais tu sais quoi, ça se voit. Allez, sa manière de prendre le dos, ça a été tellement rapide et bien exécuté. En général, tu vois, quand t'as ce genre de vitesse d'exécution, c'est un peu, on appelle ça à la volée. Et donc, il manque toujours un détail. Et face à quelqu'un d'expérimenté, ce détail qui manque, bah, tu ne vas pas prendre le dos. Ici, j'ai Mhm. l'impression que ça a été très vite et tout ce qu'il devait faire a été fait sous une fraction de seconde pour pouvoir prendre le dos et le sécuriser directement. Ouais. Il faut Non, que c'est j'aille vrai. revoir la séquence, mais c'est l'impression que j'ai eue quand j'ai vu la prise de dos. Je me suis dit, wow, il y a tellement de choses qui sont passées en un coup, il n'y a aucun détail qui manquait pour pouvoir le sécuriser. Et je pense que ça a aussi surpris son adversaire, et ça lui a permis de très rapidement attaquer l'étranglement. Non, exactement. Exactement. Ouais, c'est ça, hein. Oh, c'est impressionnant. Et donc, il a une seule décision, 9 finishes, hein, sur 10 combats, hein. Une seule décision. Ah ouais, je... Voilà. il m'a assez convaincu, lui. Il m'a assez convaincu. J'ai hâte de voir. En plus, dans la division flyweight, c'est une division que on apprécie. Enfin, je sais plus à quel point tu aimes bien la division des flyweight. Moi, j'apprécie vraiment, vraiment beaucoup. Donc, Ouais, bah moi je sais, c'est une division que j'aime moins parce que je trouve ça manque un peu de masse en termes de puissance. Des fois, je trouve que ça va. Mais je peux comprendre, hein, mais c'est vrai que je la trouve. Ouais. Il y a un Lineker petit truc qui et me manque. Figueiredo te manquent, en Tu gros. dis? Lineker et Figueiredo te manquent, Non, en pas gros. forcément, mais c'est une division que je suis, mais que je trouve pas assez profonde en termes d'opposition, tu vois. Ouais. Donc c'est vraiment pour moi ce qui manque réellement. Ouais, S'il y avait là, ça beaucoup. commence à venir, tu vois, quand tu vois un gars comme Park qui est encore en dehors du top 15 et il y a qui est en train de montrer Joshua Van, Bruno Silva, Ulan Ben. Ouais, sinon ça devient.
Moi, je pense qu'il commence à y avoir de la profondeur. Ouais, peut-être, mais jusqu'au jour où on va envoyer des gars face au top 3 et on va se rendre compte qu'il y a un fossé, tu vois. Ouais, comme avec Là, Steve c'est ce qui Versaghi. nous, là, c'est ce qui nous manque en fait, c'est d'avoir des gars qui montent rapidement et on se rend compte qu'il n'y a pas réellement de fossé, que le 10, tu le mets avec le 2, eh bien C'est serré, quoi. ça match quoi, ça se tape. Ouais. Là, il y a de la profondeur. Là, j'attends de voir. En tout cas, ça annonce Ouais. du bien. On est peut-être dans cette direction-là. Bon, sinon, c'était la soirée des cross... Enfin, c'est la soirée des étranglements arrière. On en a eu 3 ou 4. Ouais, 3 ou 4. quelque chose comme ça. Ouais. 1, 2, 3. Ouais, 3. Et les 3 sont assez beaux. Et puis, Mm. on a eu 2 cross-counters aussi. Donc, la soirée des cross-counters. Pour ceux qui n'ont pas vu et qui regardent le récap avant de regarder tous les combats, Denise Gomez et Jared Gordon envoient des missiles en cross-counters. Très, très solide highlight, là. Je sais pas si tu as eu l'occasion de déjà les voir, mais je te spoil le bazar si t'as pas été voir, mais c'est vraiment... J'étais déjà spoilé, hein. J'ai regardé les Ok, combats qui m'intéressaient et après je suis allé sur le Tapology pour voir les résultats. Donc, ok. Bon, écoute, les deux, là, c'est... Cross-counter, on n'utilise pas ça beaucoup parce que c'est un peu une technique high risk, high reward. Et bah là, ils ont pris le risque et franchement, ils ont eu la récompense derrière. C'est mm. très, très Ah beau. si, il y a un combat que j'ai oublié de te dire que j'ai regardé et que j'ai bien aimé, c'est Yadier Delval. Je sais pas si ça se prononce Oui, comme bah un ça. des étranglements arrière, ouais. On en Un avait des parlé aussi étrangles. en preview. Ouais. Ouais, 9-0. Mhm. 9-0 le gars, il vient de Gracie Barra Houston, si je dis pas de bêtises. Et franchement, assez agressif, gaucher, vraiment sympa. Je pense qu'il faut avoir un œil sur lui. Ouais, Je pense qu'il faut avoir un œil. Il, en- il a été, ouais, j'allais dire, il a dû être sélectionné aux Contenders. Donc c'est effectivement ça. c'est ça. Suite à ces Contenders. Et franchement, là, c'était son premier combat et très convaincant, quoi. Premier étranglement, premier round. Rien à dire, c'était très propre. Voilà. Ouais, bah écoute, ça faisait partie de ma liste de priorités. C'était les deux invaincus en Parc et Delval. Et là, ils ont tous les deux montré de belles choses. Donc, hâte de pouvoir les retrouver Ouais, dans la mais cage. c'est vrai qu'en plus, tu vois, sur les invaincus, bah, enfin, on le sait, là, par exemple, Yadi Delval, il passe aux Contenders. Il y a un nouveau chemin d'accès à l'UFC via les Contenders et via des combats, comment dire ça, avec des palmarès un peu construits, tu vois. Tu Ouais, construis le palmarès, 6-7-0, tu signes aux Contenders, ça passe ou ça casse. Au pire des cas, tu recommences un peu après, quoi. ouais, c'est une Donc, stratégie. C'est une il y a stratégie toujours qui quand existe même, maintenant, ouais. ouais, il y a toujours quand même ce questionnement. Est-ce que ça va passer? Donc là, c'est passé aux Contenders. Puis là, ça passe à nouveau à l'UFC. Donc, intéressant, très intéressant. Ouais, bah on pourra une fois en parler sur un podcast. C'est vrai que les stratégies pour entrer à l'UFC ont évolué, ont Ah progressé. oui. Et maintenant, autant à l'époque, c'était extrêmement compliqué de pouvoir se construire un palmarès et de se faire repérer par l'UFC. Aujourd'hui, tu peux te construire un palmarès, te faire repérer par le Dana White Contender Series. Et même si tu as construit ton palmarès et que tu te retrouves en underdog au Contender Series, au final, tu es à une surprise de ta signature. Et comme moi, je l'ai Mm. souvent souligné, euh, tu peux gagner drastiquement en niveau une fois que tu as la signature UFC parce que tu peux du coup prendre un peu cette décision de dire ok, je quitte mon taf ou je me mets à mi-temps ou enfin voilà, Ouais, ça te permet potentiellement de mettre un peu plus de temps, d'effort et de sacrifice dans ta carrière et ça peut changer beaucoup de choses. Il y a pas mal de gens qui signent au Contender Series et puis tu les vois pas pendant 8 mois avant leur début UFC et c'est Mm. peut-être parce qu'ils se disent ok, moi maintenant que j'ai signé, je prends mes décisions sur ma vie perso pour pouvoir m'entraîner 2 fois par jour et 5 fois par semaine plutôt que 3 fois par semaine, une fois par jour. Et ça peut vraiment te faire tourner Trois en fois point, par tu vois. semaine, une fois par jour, tu vas au Contender. J'ai du mal à y croire. Mais Ouais, j'exagère peut-être un c'est peu, déjà- mais là, c'est le rythme loisir, tu vois. ouais, j'exagère. Loisir J'ai un peu amateur, quoi. exagéré, mais il y a moyen de te dire, ok, je vais m'entraîner 30% en plus Non, que jusqu'à ton la plus, ascension que t'aides. la plupart du temps, c'est t'arrêtes ton boulot pour avoir du temps de repos. C'est ça, hein. En gros, ce qui différencie tout, c'est tu t'entraînes, si t'es pro et que tu bosses un petit peu à côté, eh ben, c'est juste le temps de repos de pouvoir récupérer, quoi, entre chaque entraînement. Parce que bosser, c'est fatigant, hein. Je sais. Donc ah bah ouais, t'imagines bien. Et en fait, Ouais, c'est ouais. pas de s'entraîner plus, la plupart du temps. La stratégie, c'est de se reposer et de jouer aux jeux vidéo comme le GOAT Demetrius Johnson ou comment ça Ouais, s'appelle? c'est en dehors de tes Bad, entraînements, être vraiment en Bad mode économie Motherfucker. d'énergie, quoi. Hein? C'est
entre tes entraînements, être en économie d'énergie. Et tu peux pas le faire avec un boulot, en tout cas un boulot qui te demande concentration et ou réflexion, quoi. Ouais, couper des tuyaux. Ou même les boulots manuels, quoi. Je pense qu'il y a pas mal de combattants qui s'entraînent et puis, je sais pas, ils sont ouvriers, jardiniers, peu importe, mais c'est Bah, il y a eu physique cette plus physique, histoire quoi. là. C'était quoi le week-end dernier, non? Le gars qui a pu arrêter son taf de coupeur de tuyaux ou de soudeur, je ne sais quoi. Ah ouais, c'est qui encore? Il a pris un bonus, c'est ça? C'est Ouais, parce ouais, qu'il c'est a... ça. Euh, mince. Oh, c'est impossible que je me Non, rappelle de nom. c'est pas la semaine passée, c'est la semaine d'avant encore. Hmm. Euh, non. Mince, c'est encore la semaine d'avant? Peut-être, mais bon, vous allez vous Ouais, il y en a... rappeler de cette histoire et de ce combattant, mais oui, effectivement. Wellmaker. Ah, voilà. Malcolm Wellmaker qui a battu Cameron Simon. Exactement, voilà. Donc lui, il devait travailler dans un boulot très manuel. Donc ça lui permet. Mais au-delà des boulots manuels, même si t'as un boulot qui n'est pas manuel, moi je vois quand j'étais en Californie, il y avait des gars qui travaillaient le matin, boulot, qu'est-ce qu'il y a? En fait, j'étais plus sûr un puits en anglais, ça se disait a well. Et donc, Wellmaker, ben, voilà, son métier, c'était de faire des puits, mais c'est trop nul la blague. J'avais fait une blague un petit peu mieux la dernière fois qui est passée sous les radars avec Oui, Wellmaker. mais oui, en fait, il y a quelqu'un en commentaire Ouais, je sais. qui a dit, genre, Chris a même pas rebondi ou remarqué que Julien avait fait une blague. Mais c'est Ouais. parce que quand toi, tu fais tes blagues, tu souris pas après. Non, T'as pas c'est d'indicateur, genre, un petit truc qui nous dit, j'ai c'est fait les une blague, petits. copain. Hmm. Pas mal. Et donc, j'ai rigolé, mais, tu sais, 4 heures après, quoi. 4 heures après que tu fait ta blague. En tout cas, il y avait, je sais plus quel combattant qui travaillait il bossait assis, tu vois, genre il faisait un truc boulot de bureau, 4 heures par jour, mais c'est quand même de se lever, d'aller au boulot, d'avoir le stress d'être à l'heure, de faire tes choses, hop, 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 tu fais tes trucs, tes machins, tu dois finir. Ah, mes entraînements, tu penses pas correctement, quoi. Ouais, ouais, ouais. T'es Ouais, pas bah, relâché, t'es pas t'as un boulot 8 heures par jour, même si c'est un travail un peu même 4 heures, même si t'es à récurrent, mi-temps. où tu ne demandes pas beaucoup de réflexion, pas beaucoup de réunions, tu es juste sur ton truc et tu tapes Mhm. des mails ou peu importe. Ouais, ça demande de la concentration. Exactement. Ok, Brian, on a fait le tour, les Ouais, amis. Merci, à très vite. Ciao, ciao. à tout le monde. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Nous sommes actuellement en train de réfléchir au futur projet Fight Minds. Ces projets nous motivent car ils permettront de se rencontrer en voyageant ensemble pour voir des UFC ou au travers de séminaires MMA. Pour cela, nous aimerions mieux connaître notre communauté. Nous t'invitons donc à répondre à un rapide questionnaire que tu trouveras en description de la vidéo. Nous en profitons pour rappeler que nous sommes ambassadeurs des marques Nutrimuscle et Oko. Cela signifie que si tu achètes chez eux en passant par nos liens, tu aides la chaîne à se développer. Nutrimuscle a une mission claire: rendre la nutrition sportive accessible en respectant les plus hauts critères de qualité. Chaque ingrédient est sélectionné pour préserver leur pureté et chaque produit se limite au minimum d'ingrédients nécessaires. Rejoins Morgan Charrière, Benoît Saint-Denis et Fight Minds dans la team Nutrimuscle en profitant d'une réduction via notre code promo NMA_FM5. Le lien vers leur site est en description de cette vidéo. Oko produit des gourdes filtrantes éco-responsables. Le filtre Oko traite l'eau pour la purifier et la rendre saine à la consommation. Les polluants, pesticides, métaux lourds, mauvaises bactéries et autres contaminants sont efficacement filtrés. La gourde Oko a un côté ultra pratique et aussi économe. On arrive à 10 centimes le litre d'eau, voire moins, grâce à notre code promo FMOKO qui offre 10% de réduction.